Chers étudiants, voilà, donc nous avons déjà terminé chapitre 0 sur complément mathématique. Nous avons aussi terminé la première série d'exercices par rapport à ce chapitre. Aujourd'hui, nous allons tout simplement démarrer ce nouveau chapitre, chapitre 1, électrostatique dans le vide. On va essayer de voir, de définir déjà qu'est-ce que c'est que l'électrostatique. L'électrostatique étudie le champ électrique indépendamment du temps, créé par des charges fixes dans un référentiel donné. Comme son nom l'indique, électrostatique, ça signifie donc électron fixe ou bien charge fixe, c'est l'objectif de ce chapitre. Nous allons voir tout simplement toutes les interactions, les paramètres que nous avons dans ces genres de situations pour tout simplement comprendre comment fonctionnent les charges. Nous allons démarrer tout simplement en mettant les bases. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une charge? Ici, nous vous présentons déjà les différents types de distribution qui existent. Quand nous parlons de distribution, les charges doivent avoir une configuration. Donc, ces configurations-là, ils peuvent être volumiques. Comme dans ce cas-ci, par exemple, ici, vous avez un volume V où on a défini à l'intérieur, ici en bleu, donc un volume élémentaire. Et ce volume élémentaire, si le volume total possède une charge Q, le volume élémentaire va posséder tout simplement une charge élémentaire delta Q qui est égale à ρm qui n'est rien d'autre que la densité volumique scalaire d taux. D taux, ce n'est rien d'autre que le volume élémentaire. Après une distribution volumique, nous allons voir une distribution surfacique. Donc, les charges, ils peuvent aussi avoir une configuration surfacique. Donc là, tout simplement, nous considérons que nous avons une surface et à l'intérieur, on définit tout simplement une surface élémentaire. Si la surface totale possède une charge Q, la surface élémentaire possède une charge élémentaire delta Q qui est égale à segment ds. Et segment, ce n'est rien d'autre que la densité surfacique. Et là, nous avons tout simplement à côté de la répartition volumique surfacique, nous avons aussi une répartition linéique. En rouge, vous avez un fil et on a défini tout simplement une portion, ce que nous appelons tout simplement donc une partie élémentaire donc de notre fil. Et cette partie ou bien cette portion élémentaire possède tout simplement une charge élémentaire delta de Q représentée par lambda m dl, dl qui n'est rien d'autre que tout simplement donc la portion élémentaire de notre fil. Et tout ça représente tout simplement un système et ces informations-là nous seront utiles lorsque nous allons utiliser le théorème de Gauss. Là, on va maintenant voir les principes de conservation et d'invariance. Postulat, la charge totale d'un système isolé se conserve au cours du temps. Quand un système est isolé, il n'y a pas d'interaction avec ce système. Donc, on suppose tout simplement que tous ces paramètres seront gardés intacts parce qu'il n'y a pas d'échange. Donc, c'est tout à fait normal que la charge totale d'un système isolé se conserve au cours du temps. Si nous allons beaucoup plus loin, la charge totale d'un système a la même valeur, quel que soit le référentiel d'étude. Effectivement, si la charge d'un système donné se conserve au cours du temps, il est bien évidemment que la charge totale d'un système a la même valeur, quels que soient les référentiels d'étude. Donc là, c'est parce que tout simplement, nous avons un système isolé. Maintenant, allons beaucoup plus loin. Donc là, c'est quoi les champs scalaires et champs vectoriels? Je l'avais déjà défini dans le chapitre 0. Merci de revoir tout simplement ce chapitre. On va aller beaucoup plus loin pour tout simplement introduire force et champ électrostatique. Déjà, c'est quoi la force électrostatique de Coulomb? Un exemple très simple ici, vous avez deux charges Q0 et Q. Q0 exerce son influence sur Q. Donc là, vous avez
une charge positive, deux charges de même signe se repoussent. Donc, sachant que Q0 exerce une force en Q, voilà la représentation de la force F0. Et U0 n'est rien d'autre que le vecteur unitaire qui oriente la direction de la force F0. Pour trouver la force F0, ce n'est rien d'autre que Q0 fois Q sur 4 pi epsilon 0, qui n'est rien d'autre qu'une constante, fois R0 au carré. R0 au carré, ce n'est rien d'autre que la distance entre O et M. La distance OM, on appelle ça R0. Et U0, ce n'est rien d'autre que le vecteur unitaire. Donc, c'est comme ça que l'on représente tout simplement la force électrostatique. Maintenant, c'est quoi le champ électrostatique? À la différence de la force électrostatique, ici, nous n'avons pas de charge. Nous avons juste un point M où on aimerait tout simplement étudier l'influence de Q0 en ce point. Donc, l'influence de Q0 en ce point, c'est ce que l'on appelle champ. Et ce champ est dirigé de cette manière. Ce champ est défini par cette relation Q0 fois U0, qui est le vecteur unitaire d'orientation, sur 4 pi epsilon 0, qui est une constante, fois R0 au carré. R0, ce n'est rien d'autre que la distance OM. Maintenant, essayons de voir ce que l'on appelle ligne et tube de champ. Une ligne de champ d'un champ de vecteur A quelconque est une courbe C orientée de l'espace, tel qu'en chacun de ces points, le vecteur y soit tangente. Le vecteur A y soit tangente. C'est simple. Donc, une ligne de champ possède une multitude de points. À chacun de ces points, il y a tout simplement un vecteur, un champ de vecteur A qui est tangente en chacun de ces points. C'est ça ce que l'on appelle une ligne de champ. Donc, c'est quoi maintenant un tube de champ? Le tube de champ, l'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé d'eau de l'espace engendre une surface ouverte segment appelée tube de champ. Donc, l'ensemble des lignes de champ vont créer tout simplement ce que l'on appelle tube de champ. C'est-à-dire, on peut l'illustrer par rapport à ce schéma. Là, vous avez des lignes de champ qui se construisent et l'ensemble des lignes de champ vont créer, donc là, deux surfaces, deux contours fermés qui vont tout simplement constituer, l'ensemble va tout simplement constituer ce que l'on appelle tube de champ. Donc, un tube de champ, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de lignes de champ qui vont tout simplement créer donc deux contours sur lesquels ils vont se reposer pour tout simplement donner un système de ce genre. Et là, on va tout simplement les appeler tubes de champ. Pourquoi tube? Vous voyez, ça c'est une surface. Ça c'est aussi une surface. Donc là, il y a à l'intérieur donc de l'espace sur lequel quelqu'un ou bien un système peut passer par ici et traverser de l'autre côté. Donc là, pour un tel système, on peut le considérer comme étant un tube. Symétrie et invariance du champ électrostatique. On appelle le principe de Curie. Donc le champ électrostatique E possède les mêmes propriétés d'invariance et de symétrie que la distribution de charge qui le crée. Effectivement, sachant qu'il y a une distribution de charge qui engendre tout simplement le champ électrostatique, ce champ électrostatique va respecter tout simplement les propriétés de base. Maintenant, la question, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une invariance et qu'est-ce que c'est qu'une symétrie. Invariance. Lorsque vous avez tout simplement un système donné, S, on peut considérer que ce système S est invariant pour une transformation T pour un observateur fixé si le nouveau système transformé S est identique au système S pour cet même observateur. C'est-à-dire que vous avez un système que vous avez transformé, c'est-à-dire que vous avez bougé de plusieurs manières possibles.
par translation, par rotation, peu importe ce que vous allez faire par rapport à votre système, le système ne change pas aux yeux de l'observateur. Quand vous avez ce genre de système, là, on peut dire tout simplement que ce système est invariant. Un exemple très simple, vous prenez tout simplement un ballon que vous avez peint en blanc, tout simplement. Donc là, vous tournez ce ballon plusieurs fois, vous allez toujours voir une balle blanche. Donc là, votre système reste invariant. Si vous tournez la balle et que la balle vire de la couleur blanche à la couleur noire, là, le système est variant. Mais tant que vous ne voyez pas une différence de couleur par rapport à votre balle, donc là, on va tout simplement considérer que votre système est invariant. C'est juste ça, un système invariant. Maintenant, parlons de ce que l'on appelle la symétrie. Définition. Un système S possède un plan de symétrie pi quand P et P', deux points du système vérifient. P' est égal à la symétrie de P par rapport à pi et SP' est égal à la symétrie de SP par rapport à pi. S, ce n'est rien d'autre que la grandeur caractérisant le système. S au niveau P. Un exemple très simple. Face à votre miroir, vous allez vous voir vous-même. Il y a vous devant le miroir et il y a l'autre derrière le miroir. Donc là, par rapport à ce miroir, vous êtes symétrie. Maintenant, si par exemple pour les garçons, vous portez un chapeau, l'autre qui est derrière le miroir va aussi porter un chapeau. Ce chapeau constitue tout simplement la grandeur caractérisant du système. Si les demoiselles mettent ce que l'on appelle du make-up, l'autre demoiselle qui se trouve derrière le miroir va aussi avoir ce que l'on appelle le make-up. Donc, juste pour vous dire, par rapport à cette définition, P' et P représentent vous en tant que personne et l'autre derrière le miroir. Maintenant, votre chapeau ou bien votre make-up constitue tout simplement la grandeur caractérisant le système. C'est juste comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant, quand vous avez par exemple un champ électrique en M qui se trouve devant votre miroir et que de l'autre côté, on voit le même champ en M', non changé. Le champ en M possède des charges positives. L'autre champ derrière le miroir, repéré en M', possède aussi le même champ électrique. Donc là, on peut dire tout simplement que par rapport à ce miroir, on a un plan de symétrie. Le champ devant le miroir en M est positif. Le champ derrière le miroir, repéré par M', est aussi positif. Donc, la grandeur caractérisant, c'est-à-dire la charge de votre champ, ne change pas. Donc, c'est ça la conséquence, tout simplement, de la symétrie. Raison pour laquelle ici, on a mis EM' est égal à la symétrie de EM par rapport à pi. Maintenant, à côté d'un plan de symétrie, il y a ce que l'on appelle le plan d'antisymétrie. Un plan S possède un plan d'antisymétrie pi étoile quand P et P', deux points du système vérifient. P est symétrie de P' et symétrie de P par rapport à pi star. Mais la grandeur caractérisant est l'inverse de l'autre, c'est-à-dire la grandeur SP', c'est égal à moins S, est égal à moins symétrie de SP par rapport à pi étoile. Qu'est-ce que ça signifie? Là, tout à l'heure, je vous avais donné l'exemple d'un plan de symétrie. Et j'avais terminé sur le champ. C'est la même chose. Ici, le champ que vous allez avoir devant votre miroir, repéré par un point M, le point M sera repéré de l'autre côté par un point M'. C'est pas un problème. Mais maintenant, la caractéristique du point M devant votre plan ou bien devant le miroir sera l'opposé de l'autre M qui se trouve derrière le miroir, c'est-à-dire M'. C'est-à-dire que quand vous avez un champ positif repéré en M devant le miroir, en traversant le plan d'antisymétrie, de l'autre côté, le champ sera tout simplement négatif.
mais vous allez retrouver tout simplement le même point M' qui repère M de l'autre côté. Donc ce plan qui fait que la charge devant le miroir est positif et en traversant le plan d'antisymétrie devient négatif, c'est ça qui fait tout simplement qu'on appelle ce système-là, ou bien ce genre de système, plan d'antisymétrie. Anti pour dire contraire, positif avant, négatif derrière le plan. Et ça, ce n'est rien d'autre que la conséquence logique. Peu importe la charge, sera égale à moins initialement. Si initialement on avait des charges positives, le champ EM' sera négatif. Donc juste ça, un exemple. Maintenant, le théorème de Gauss. On va rappeler tout simplement ce que l'on appelle un flux. Ici, vous avez un contour fermé, repéré par tout simplement donc une ligne élémentaire, une ligne autant pour moi élémentaire, donc orientée positivement. Et là, vous avez tout simplement une surface ayant, supposons, donc un champ donné. Et ici, on a un point M repéré par tout simplement une surface élémentaire ds. Le flux n'est rien d'autre que le champ électrostatique scalaire ds. Le flux est défini comme étant le champ électrostatique du système. Le théorème est une surface fermée, sigma, ayant une charge interne Q interne. Le flux, c'est la charge interne sur epsilon 0. Là, vous avez phi E par rapport à sigma, le flux sortant du champ E, créé par une distribution de charge quelconque à travers une surface finie fermée sigma, est égal à la charge intérieure à la surface finie fermée divisée par epsilon 0. C'est ce schéma-là. Donc là, tout simplement, en regardant phi est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et là, nous avons tout simplement l'expression de phi E scalaire ds. Pour trouver la S, on doit intégrer deux fois. Complément mathématique, premier chapitre 0, je l'avais expliqué. Et là, on va faire tout simplement des applications pour fixer les idées dans notre série d'exercices. Maintenant, le champ électrostatique en M est créé par la charge totale Q. Le flux du temps électrostatique à travers la surface sigma est uniquement dû à la charge intérieure à sigma Q interne. Maintenant, le théorème de Gauss. Là, on va avoir simplement quelques exemples de champs électrostatiques. La boule. Quand on vous dit une boule, donc on suppose tout simplement que nous avons une sphère. Donc là, nous avons une sphère et un rayon interne grand R avec une densité volumique ρ0. Et là, on définit tout simplement notre surface de Gauss. Donc, à partir de cette surface de Gauss, on peut calculer le champ électrostatique de la boule. C'est très simple, on va juste appliquer phi est égal à E scalaire ds qui n'est rien d'autre que Q intérieur sur epsilon 0. Et l'expression de E que nous allons trouver en fonction de R est représentée sous cette forme mathématiquement. On va le voir dans notre série d'exercices. Si nous prenons maintenant l'exemple d'un cylindre. Le cylindre représenté de cette manière, orienté suivant Z, ayant un rayon R. Et là, en rouge, on a tout simplement donc la surface de Gauss. Donc là, avec ce même cylindre, on peut calculer aussi le champ électrostatique avec tout simplement une distribution surfacique cylindrique. Donc phi, ce n'est rien d'autre que Q intérieur sur epsilon 0. Et le champ électrostatique que nous allons avoir sera représenté de cette manière. Nous allons le voir dans notre série d'exercices. Et là, on va aller plus loin, même avec tout simplement un plan, on peut définir tout simplement en utilisant le théorème de Gauss, voilà le champ créé par un plan infini. Chers étudiants, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que vous allez bien revoir tout simplement toutes les informations. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Via votre plateforme Hyperformat, on va essayer tout simplement de discuter et je répondrai à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas et n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, chers étudiants. À très bientôt.